Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 décembre 2024 et on commence une des toutes dernières semaines de 2024 justement où on va se poser des questions, on va se poser beaucoup de questions. Enfin, je me pose beaucoup de questions puisqu'à l'ouverture de cette vidéo, après un week-end bien chargé, eh bien, je me rends compte que finalement, on n'est pas plus avancé qu'avant. On a fait beaucoup d'efforts ces derniers mois, ces dernières années. On est à des niveaux stratosphériquement élevés. Et puis on se rend compte que finalement, eh bien, est-ce que ça peut encore continuer? Est-ce que ce sera mieux l'année prochaine? Et c'est les questions qu'on est en train de se poser parce que le marché est un tout petit peu fatigué. Donc hier après-midi, comme pas mal de dimanches durant l'année, c'est après-midi Formule 1. Cette saison 2024 aura été mythique pour plusieurs raisons. Hamilton qui quitte Mercedes, Leclerc qui gagne Monza et Monaco, Sainz qui laisse son baquet à Hamilton, sans oublier Verstappen qui aligne son 4e titre consécutif de champion du monde. Mais en écoutant les commentaires d'après-course et en lisant la presse financière du week-end pendant la nuit et en comparant le tout, j'ai eu comme l'impression qu'on vivait aussi la fin de la saison boursière 2024, comme la F1 l'avait fait à Abu Dhabi hier. Tout comme les pilotes de F1, les investisseurs sont fatigués de l'année, mais satisfaits. Fatigués, mais satisfaits. Alors, je vous rassure, je vais quand même pas comparer les deux choses parce que c'est complètement différent, ce serait trop facile. Mais il faut quand même dire qu'il y a quelque chose qui donne l'impression que tout est fini. Dans la finance, comme dans la F1. Bon, c'est normal, c'est le mois de décembre, on arrive à la fin de l'année, on se dit, puisque ça recommence vraiment l'année prochaine, est-ce que le 1er janvier, il se passe un nouveau truc? Eh bien, figurez-vous que hier soir tard, je lisais un article du Barron's et j'avais le sentiment que même s'il reste 2 grosses semaines avant 2025, plus personne n'a vraiment envie d'y aller. Le Bitcoin a passé les 100 000 $, le S&P 500 a franchi la barrière des 6 000 et ne semble plus jamais vouloir regarder en arrière. Le Dow Jones a passé la barrière des 45 000 points, brièvement, mais il l'a passé quand même. Apple se rapproche jour en jour et à toute vitesse des 4 000 milliards de market cap. Et puis Nvidia est restée Nvidia durant toute l'année. Il n'y a aucun moment elle n'aura laissé supposer que sa croissance ralentissait ou que ses ventes pourraient s'infléchir parce que les investisseurs ont un tout petit peu marre de jeter l'argent dans le vide sans vraiment avoir de retour en investissement. Mais il y a encore mieux, bien sûr. Par exemple, comme la Chine qui commence à planter les premières graines de son recovery. Le S&P 500 qui aura battu près de 60 records historiques en 2024, peut-être même plus, il reste quand même un peu plus de 2 semaines. Et sur les 2 dernières années, surtout, nous avons vécu des performances transcendantales, stratosphériques, hallucinantes. Les mots manquent pour expliquer ce qu'on vit aujourd'hui. Des performances qui sont poussées en avant par des rêves de baisse des taux qui ont fini quand même par arriver au mois de septembre cette année, aux États-Unis en tous les cas, mais un peu plus tôt en ce qui concerne la BCE, puisque chez eux c'était en juin. Tenez, l'Europe justement, parlons-en. La France par exemple, elle n'a plus de gouvernement et apparemment ça risque d'être au moins 30 mois sans gouvernement pour un pays qui est piloté par un pervers narcissique qui est incapable d'assumer ses responsabilités sur ses erreurs de gestion. Pourtant, malgré son incompétence politique, le CAC 40 s'en sort quand même moins mal que prévu, puisque depuis que le gouvernement est tombé, eh bien le CAC ne fait plus que monter. Et c'est sans parler du DAX qui n'en peut plus de battre des records alors que les Allemands sont au bord de la dépression et que le fleuron de leurs industries, les fleurons de leur industrie sont au bord du gouffre puisque l'automobile ne fait plus recette, la chimie non plus, en tout cas plus dans le pays d'Olaf Scholz. Olaf qui devrait d'ailleurs quitter son job de chancelier durant le premier trimestre 2025 et qui est devenu moins populaire que son homonyme de la Reine des Neiges. Alors que j'écris cette liste, que je rédige ce bilan 2024, ce court bilan 2024, je ne peux m'empêcher de penser qu'au matin du 9 décembre, nous avons quand même vécu des événements exceptionnels et que j'en ai certainement oublié une quantité parfaitement hallucinante. Mais au regard de ce que nous avons vécu ces 11 derniers mois et quelques jours, il y a de quoi être très fatigué et d'avoir juste envie de se poser comme les pilotes de F1 étaient tous en train de prévoir de faire hier après-midi après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors j'avoue que personnellement, j'adorerais avoir la chance de partir au soleil et de ne plus rien faire jusqu'en mars prochain. Sauf qu'on vit pas tout à fait dans le même monde. Néanmoins, le sentiment de ce début de semaine me donne l'impression que nous n'avons plus envie et qu'après l'avalanche de records battus et cette résilience affichée durant quasiment toute l'année, les marchés sont au bout du rouleau et on a juste envie que ça se termine. Pas que ça baisse, juste que ça se termine. Alors après, même si nous avons l'impression que l'année n'a montré que de belles choses, il faut aussi quand même se souvenir que la macroéconomie n'a pas été aussi euphorique que les performances du marché veulent bien
le laisser croire en cette dernière semaine, en ces dernières semaines de veille de Noël. Et s'il en fallait encore plus, lorsque l'on regarde les chiffres de l'emploi, les fameux non-farm payrolls de vendredi dernier, c'est un peu la publication qui vient résumer l'ensemble des publications de l'année. Des publications pas terribles l'un dans l'autre, mais desquelles on a quand même réussi à extraire le bon grain, extraire le truc qui était positif à presque chaque fois, même si souvent, on a quand même pu douter de la véracité des chiffres qui nous ont été annoncés, des chiffres qui parfois ont été entachés de doutes, qui pouvaient laisser croire qu'ils avaient été manipulés pour arranger les bidons de la candidate démocrate lors des élections de début novembre. Bon, je vais être honnête, entre vous et moi, je reste cependant convaincu que c'est mon côté obscur et complotiste, un petit peu complotiste, qui me fait dire ça. Néanmoins, il faut quand même rester conscient et admettre que les chiffres économiques que l'on nous annonce ces derniers temps laissent tout de même à désirer et laissent tout de même un petit goût amer à l'arrière de la gorge par ici. Alors, je ne vais pas revenir sur les non-farm payrolls de vendredi, on l'a largement abordé ce week-end avec le Swiss Bliss, mais vous avouerez quand même que lorsqu'on regarde la big picture américaine, et ces chiffres puent la manipulation et le mensonge. Ça pue tellement le mensonge qu'on dirait presque que c'est Macron qui les a rédigés. Mais peu importe que l'on sente au fond de notre estomac que ces chiffres sont bidouillés, peu importe qu'on en soit convaincu, ce que l'on retient de la publication de vendredi, c'est que novembre était tout simplement un superbe mois qui démontrait encore une fois la puissance de l'économie américaine qui est virtuellement indestructible. Enfin, en supposant déjà que ces chiffres soient vrais, ce dont je doute fortement. À ce stade-là, c'est même plus du doute, c'est de la conviction profonde qu'on est en train de se foutre de nous. Mais ça, vous le savez. En conclusion, ce qu'il faut surtout retenir de ces chiffres, c'est que la Fed va baisser les taux en décembre et que ça nous suffirait presque pour finir l'année en fanfare. Alors, moi-même, personnellement, tout seul, je reste convaincu que tout cela n'est que du bidouillage et que les gars du BLS n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe dans le secteur de l'emploi non agricole. Mais je pense aussi que tout le monde s'en fout parce que comme Trump va arriver, on parie tous sur le fait qu'il va retourner l'économie, créer des emplois à tour de bras et que l'inflation ne va même pas remonter parce qu'elle aura peur de lui. Oui, l'inflation. Allez, on en parle de l'inflation. Allez, on en parle de l'inflation. Non, parce que maintenant que les chiffres de l'emploi sont sortis pour le mois de novembre, que les membres de la Fed sont en congé pendant 10 jours et n'ont pas le droit de parler d'économie, de taux ou de macro jusqu'au FOMC meeting du 18 décembre, on a plus ou moins admis que les NFP de vendredi dernier, c'était les derniers chiffres concrets qui seront mis à disposition des gars de la Fed pour leur brainstorming de la semaine prochaine. Pourtant, si on réfléchit bien, c'est peut-être pas 100% exact. Pas 100% exact parce que cette semaine, nous allons devoir reparler d'inflation. Oui, parce qu'il y aura le CPI en Allemagne dès mardi, puis le CPI américain mercredi, ainsi que le PPI américain jeudi, et que jeudi, il y aura aussi le CPI français. Bon, sauf que lui, on s'en fout parce qu'ils n'ont pas de gouvernement, alors ça compte pas. Inutile de vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il est plus que probable que Powell va baisser les taux de 25 basis points dans 10 jours. Mais, et je dis bien mais, en fonction des données du CPI et du PPI de cette semaine, on risque d'être amené à se poser quelques questions sur notre jugement final. En effet, sur les données du mois passé, le CPI, le PPI et le PCE montraient tous des signes de retour à la hausse. Vous vous en souvenez, on en a parlé dans ces vidéos. Alors imaginez un seul instant, un tout petit instant, que le CPI de ce mercredi continue son chemin haussier de 0,1%, tout comme le PPI jeudi par exemple. Imaginez que la semaine prochaine, Powell baisse les taux de 25 BP en disant qu'ils observent attentivement le comportement de l'économie et de l'inflation afin de ne pas se laisser tacler par derrière en cas de retour conquérant de l'inflation. À votre avis, que se passerait-il sur les marchés? Imaginez un instant que l'on nous instille l'idée que potentiellement, je dis bien potentiellement, la Fed pourrait envisager de monter les taux en 2025. Est-ce que nous changerions notre prise de position par rapport à ce délire haussier des marchés financiers? Est-ce que nous envisagerions de réduire notre risque haussier à l'idée que l'inflation pourrait soudainement être un tout petit peu moins transitoire et un peu moins sous contrôle? Je ne l'affirme pas, mais je vous pose la question. Je me pose également la question. Alors avant de vous laisser vaquer à vos occupations habituelles du lundi matin, yoga, pilates et autre chose, je voudrais encore vous partager une petite statistique. Vous savez, la bonne nouvelle de la journée, je viens juste de tomber là-dessus. C'est une statistique qui a le pouvoir de me faire tomber les chaussettes. Je ne peux pas vous le montrer là parce que j'ai pas de chaussettes, mais si j'en avais, elles tomberaient. Mais sachez qu'à l'heure où je vous parle, il y a maintenant environ 14 $ d'actifs investis dans les ETF américains à effet de levier pour jouer la hausse. Vous avez bien compris, des ETF américains à effet de levier pour jouer de la hausse. Donc 14 $ sont investis dans ces fonds. Et pour chaque 14 $ investis dans ces fonds qui jouent la hausse, il y a 1 $.
investis dans des fonds qui jouent la baisse. Cela veut dire tout simplement que le ratio méga boule contre moyenne Montbert est donc de 14-1. Et pire, cet écart entre les ETF longs et short a doublé en l'espace de juste quelques mois. Et il a également dépassé le précédent record de 13 $ pour 1 $ établi en décembre 2021. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en décembre 2021? Non? Il s'est passé ça. Alors quand je vous dis que ça fout les jetons des écarts pareils, il faut aussi savoir que dans le même temps, les actifs sous gestion des ETF américains, en général à effet de levier et en part, les ETF américains en général et les ETF à effet de levier en particulier ont donc atteint dorénavant un record d'environ 120 milliards de dollars. Alors imaginez encore une seconde que soudainement les investisseurs qui n'ont jamais été aussi optimistes décident de changer d'avis et de réduire ce montant de 120 milliards. Imaginez simplement. Et c'est peut-être pour toutes ces raisons que les investisseurs sont fatigués. Fatigués comme à la fin d'une saison de Formule 1 quand les pilotes sont lessivés et qu'ils n'ont plus qu'une seule envie, aller se balader dans les eaux bleues du Pacifique sur leur yacht à 200 millions. Bon, pour des raisons de moyens, en ce qui me concerne, j'irai plutôt sur une mouette genevoise dans les eaux glacées du lac Léman, mais je dois dire que l'effet reposant pourrait finalement être bien pareil. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, les investisseurs n'ont jamais été aussi optimistes. Tout simplement jamais. J-A-M-A-I-S. Jamais. Ça vous fout pas les jetons, hein, vous? Non, parce que perso, moi, ça me terrorise un petit peu, quand même. Mais bon, en attendant, il nous reste maximum 15 jours de trading en cette année 2024 et il va falloir les utiliser au maximum. Les utiliser pour se motiver à faire monter le S&P 500 à 6400, les utiliser pour faire monter le Bitcoin à 125 000 ou encore faire monter Apple de 10% pour aller chercher les 4000 milliards de market cap dont tout le monde rêve. De toute façon, le risque est presque nul puisque dans un peu plus d'un mois, Trump va prendre le pouvoir et mettre tout le monde d'accord sur la croissance, l'emploi, la croissance, l'inflation, la croissance encore et, encore une fois, peut-être les crypto-monnaies. Et puis, bien sûr, également sur l'intelligence artificielle. Trump le Messie est bientôt là. Notre risk-reward est peut-être finalement illogique puisqu'il y a plus de risque et plus que du reward. Enfin, peut-être. Alors oui, on peut être fatigué, on peut être vidé, mais il reste encore quelques tours de circuit et il va falloir les faire sans se plaindre, sans rechigner. La prochaine saison sera sûrement encore meilleure. C'est en tout cas ce que disaient les spécialistes de Formule 1 hier après-midi. Et vous en pensez quoi de la prochaine saison des investissements? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme je vais tourner l'Outlook chez Swissquote mercredi matin, je pourrais même donner vos avis en live et en couleur. Alors n'hésitez pas, vous commentez et vous me dites ce que vous pensez de ce qui va se passer l'an prochain. Côté chiffres, cette semaine, eh bien, elle sera chargée, vous l'avez vu, la semaine qui nous attend sera basée sur la BCE qui annoncera sa décision sur les taux jeudi après-midi. La BNS parlera le même jour aussi. Puis il y aura aussi bien sûr le PIB japonais, le CPI et le PPI chinois le même jour, puis le trade balance chinois le lendemain, mardi. Et il y aura également le CPI en Allemagne, puis dès mercredi, on va enchaîner CPI et PPI aux USA, et puis vous l'aurez compris, on n'aura pas fini de parler d'inflation tout de suite, et je suis désolé, je vais revenir dessus pendant toute la semaine. Voilà, passez une excellente journée, un très bon début de semaine, et moi je vous retrouve demain, comme d'habitude. Bah oui, parce que la saison n'est pas terminée. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, de me donner vos avis, d'actionner la cloche par là autour pour dire que vous serez avisé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo qui arrive demain. Passez une très très bonne journée, je me réjouis déjà demain pour vous voir ici même. Allez, bye bye.